Le 28 septembre 1982, 7 jeunes séminaristes du diocèse de Quimper se rendent au monastère de Sainte-Anne-d'Auray pour une retraite spirituelle de 3 jours. Yann Kergoat, Loïc Pennec, Erwan Morvan, Malo Kemener, Corentin Le Goff, Gaël Tanguy et Brendan Pouliken, tous âgés de 20 à 25 ans, tous dévoués à leur vocation religieuse. Le matin du 1er octobre, leurs lits sont vides. Aucune trace, aucun message d'adieu. 7 futurs prêtres volatilisés dans la nuit bretonne. Pendant 21 ans, l'Église catholique maintient la même version. Ces jeunes hommes ont simplement abandonné leur vocation, choisi de retourner dans le monde séculier. Les familles n'y croient pas. Comment 7 séminaristes exemplaires peuvent-ils disparaître simultanément sans laisser la moindre trace? En 2003, un dossier confidentiel refait surface dans les archives du Vatican. Ce que révèlent ces documents va ébranler les fondements mêmes de l'institution catholique en Bretagne. Car ces 7 jeunes hommes n'ont pas fui leur vocation. Ils ont été réduits au silence pour avoir découvert l'impensable. Avant de continuer avec cette histoire bouleversante, si vous appréciez les enquêtes sur des affaires mystérieuses comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. La Bretagne de 1982 vit encore au rythme des traditions séculaires. Dans cette région où la foi catholique reste profondément ancrée, le séminaire diocésain de Quimper représente un pilier de la communauté religieuse. Situé rue de Rosmadec, dans le quartier historique de la ville, cet imposant bâtiment du XIXe siècle forme depuis des générations les futurs prêtres du Finistère. Le séminaire compte cette année-là 43 séminaristes, supervisés par Monseigneur Henri Le Cam, évêque de Quimper et Léon depuis 1975. Cet homme de 62 ans, originaire de Pont-l'Abbé, jouit d'une réputation irréprochable dans toute la Bretagne. Diplômé de théologie de l'Institut catholique de Paris, il est reconnu pour sa rigueur morale et sa proximité avec les fidèles. Sous sa direction, le diocèse de Quimper connaît une certaine stabilité, même si les vocations commencent à se raréfier comme partout en France. Parmi les séminaristes de cette promotion, 7 jeunes hommes se distinguent particulièrement. Yann Kergoat, 22 ans, originaire de Concarneau, fils d'un patron pêcheur et d'une institutrice. Grand, aux cheveux châtains et aux yeux bleus perçants, Yann impressionne ses professeurs par sa culture théologique précoce et sa capacité à réciter des passages entiers des évangiles en latin et en breton. Il rêve, depuis l'enfance, de devenir missionnaire en Afrique. Loïc Pennec, 24 ans, vient de Douarnenez. Fils aîné d'une famille de 8 enfants, il a travaillé 3 ans dans l'entreprise de conserverie de son père avant d'entendre l'appel de Dieu. Robuste, au visage carré et aux mains calleuses, Loïc apporte au séminaire une maturité que ses camarades admirent. Il excelle en philosophie thomiste et rêve de servir dans les paroisses rurales de son Finistère natal. Erwan Morvan, 23 ans, originaire de Quimperlé, possède une intelligence exceptionnelle. Bachelier à 16 ans, il aurait pu intégrer l'école normale supérieure, mais a choisi la voie sacerdotale après une expérience mystique lors d'un pèlerinage à Lourdes. Mince, aux traits fins et aux lunettes cerclées de métal, Erwan fascine par sa connaissance approfondie des pères de l'Église et sa maîtrise du grec ancien. Malo Kemener, le plus jeune à 21 ans, vient de Plozévet. Orphelin de père depuis l'âge de 12 ans, élevé par sa mère couturière et sa grand-mère très pieuse, il compense sa timidité naturelle par une dévotion ardente. Petit, aux cheveux roux et au visage constellé de taches de rousseur, Malo passe des heures en adoration devant le Saint-Sacrement et se mortifie régulièrement par pénitence. Corentin Le Goff, 25 ans, le doyen du groupe, originaire de Morlex. Ancien étudiant en droit à Rennes, il a abandonné une carrière prométhisante d'avocat après la mort de son frère cadet dans un accident de voiture. Grand et élégant, aux cheveux noirs gominés et au port altier, Corentin apporte au groupe une connaissance du droit canon qui impressionne même ses professeurs. Gaël Tanguy, 22 ans,
de Pont-Aven, fils d'un artisan peintre influencé par l'école de Pont-Aven. Artistique et sensible, aux cheveux blonds bouclés et aux yeux verts, Gaël s'occupe de la décoration des chapelles du séminaire et réalise des calligraphies enluminées d'une beauté saisissante. Sa vocation s'est révélée lors d'une retraite chez les moines de l'abbaye de Landévennec. Enfin, Brendan Pouliken, 20 ans, le Benjamin, originaire d'Audierne. Fils d'un marin-pêcheur et d'une sage-femme, ce jeune homme aux cheveux bruns et au sourire lumineux possède un charisme naturel qui attire immédiatement la sympathie. Doué pour les langues, il parle couramment le breton, l'anglais et l'irlandais. Brendan rêve de partir évangéliser l'Irlande du Nord. Ces 7 jeunes hommes forment un groupe soudé, unis par une foi sincère et une amitié profonde. Ils étudient ensemble, prient ensemble, partagent leurs doutes et leurs espoirs. Leurs professeurs les considèrent comme l'avenir prometteur du clergé breton. Le père François Guilloux, leur directeur spirituel, un prêtre de 58 ans, originaire de Brest, les accompagne avec bienveillance depuis leur entrée au séminaire. Le monastère de Sainte-Anne-d'Auray, destination de leur retraite, se dresse majestueusement au cœur du Morbihan, à 70 km de Quimper. Fondé au XVIIe siècle sur le lieu des apparitions de Sainte-Anne à Yves-Nicolazic, ce sanctuaire attire chaque année des milliers de pèlerins bretons. Les bâtiments monastiques, construits en granit local, abritent une communauté de 12 religieuses contemplatives dirigées par sœur Marie-Claire Glohagan, une femme de 64 ans réputée pour sa sagesse et sa discrétion. Le 28 septembre 1982, un lundi matin brumeux typique de l'automne breton, les 7 séminaristes montent dans le minibus Renault Estafette du séminaire, conduit par le père Guilloux. Le trajet jusqu'à Sainte-Anne-d'Auray se déroule dans la bonne humeur habituelle. Jan Kergoat, assis à l'avant, discute en breton avec le père Guilloux de la situation difficile des marins-pêcheurs concarnais. Derrière eux, Loïc et Erwan débattent de théologie morale, tandis que les 4 autres entonnent des cantiques traditionnels bretons. À 14h30 précises, le minibus franchit les grilles du monastère. Sœur Marie-Claire les accueille dans le parloir, une pièce austère aux murs blanchis à la chaux, meublée de simples chaises en bois et décorée d'un grand crucifix breton sculpté. La religieuse, petite femme aux cheveux gris, tirée sous sa cornette blanche, leur explique le programme des 3 jours. Temps de prière, de méditation, de jeûne partiel et de direction spirituelle individuelle avec le père Guilloux. Les chambres qui leur sont attribuées se trouvent dans l'aile est du bâtiment principal, au 2e étage. 7 cellules monacales identiques. Un lit étroit, un prie-dieu, une table de bois blanc, une chaise et un petit lavabo d'émail. Une fenêtre à petits carreaux donne sur les jardins du monastère où poussent légumes et simples selon la tradition bénédictine. Le silence de règle après les complis, à 21h, ne sera rompu qu'au laude, à 6h du matin. La première journée se déroule selon le programme prévu. À 6h, les cloches du monastère sonnent les laudes. Les séminaristes se rendent à la chapelle pour la prière du matin, puis participent à la messe de 7h, célébrée par le père Guilloux. Le petit déjeuner, pris en silence au réfectoire, se compose de pain bis, de beurre salé, de confiture de prunes du verger et de chicorée chaude. La matinée est consacrée à l'adoration eucharistique et à la méditation personnelle. Chacun reçoit un texte de Saint Jean de la Croix à méditer, la montée du Carmel. L'après-midi, le père Guilloux donne une conférence sur la pauvreté évangélique dans le monde moderne dans la salle capitulaire, une pièce voûtée du XIIIe siècle aux murs couverts de fresques représentant la vie de Sainte-Anne. Vers 16h, Erwan Morvan approche discrètement Jan Kergoat, près de la fontaine Sainte-Anne, dans le jardin du cloître. Les 2 jeunes hommes échangent quelques mots à voix basse en breton, visiblement préoccupés. Sœur Marie-Claire, qui arrange des chrysanthèmes près de la statue de la Sainte, remarque leur conversation, mais n'y prête pas plus d'attention. Le soir, après le dîner frugal, soupe aux légumes, poissons grillés, pain et pommes du verger et les complis, le silence s'installe sur le monastère.
À 21h15, le père Guillou fait sa ronde habituelle dans le couloir des chambres. Il entend des murmures étouffés derrière la porte de Corentin Le Goff, mais suppose que le jeune homme récite son chapelet comme il en a l'habitude. La deuxième journée, le mercredi, commence de manière similaire. Cependant, sœur Marie-Claire remarque lors du petit déjeuner que plusieurs séminaristes semblent tendus. Malo Kemener, d'ordinaire discret, paraît particulièrement agité et ne touche pas à sa nourriture. Gaël Tanguy fixe obstinément son bol de chicorée, évitant le regard du père Guillou. Vers 10 heures, pendant l'adoration, sœur Marie-Claire aperçoit Loïc Pennec et Brendan Pouliken, qui conversent intensément près du calvaire du jardin. Lorsqu'elle s'approche pour les rappeler au silence de la retraite, ils se séparent immédiatement, mais elle croit discerner une inquiétude inhabituelle sur leur visage. L'après-midi, le père Guillou propose des entretiens spirituels individuels dans son bureau temporaire, une petite pièce attenante à la sacristie. Il reçoit successivement Yann, puis Erwan, puis Corentin. Chaque entretien dure environ 30 minutes. La sœur portière, sœur Bernadette, une femme de 45 ans chargée de l'accueil, entend à travers la cloison des éclats de voix inhabituels lors de l'entretien avec Corentin vers 16 heures. Le dîner se déroule dans une atmosphère tendue. Les 7 séminaristes mangent en silence, évitant soigneusement de croiser les regards. Le père Guillou lui-même semble préoccupé, tripotant nerveusement son bréviaire posé près de son assiette. À plusieurs reprises, il lance des regards inquiets vers ses protégés. Après les complis, vers 21h30, sœur Marie-Claire croise le père Guillou dans le cloître. Le prêtre se dirige vers l'église pour une prière privée, comme il en a l'habitude. La religieuse regagne sa cellule dans l'aile ouest du monastère, séparée de celle des séminaristes par la cour d'honneur et l'église. À 22 heures précises, sœur Bernadette, chargée de fermer le monastère, vérifie que toutes les portes extérieures sont bien verrouillées. Elle contrôle la porte principale, donnant sur la place du sanctuaire, puis la porte de service côté jardin, enfin la grille du parc. Tout est en ordre. Les clés sont remisées dans le tiroir du bureau de sœur Marie-Claire, selon la règle établie. La nuit du 30 septembre au 1er octobre 1982 reste à jamais gravée dans la mémoire douloureuse de Sainte-Anne-d'Auray. Vers 2 heures du matin, sœur Thérèse, la sœur infirmière, est réveillée par un bruit sourd venant de la cour d'honneur. Âgée de 70 ans et souffrant d'arthrose, elle met plusieurs minutes à se lever et à gagner sa fenêtre. Elle aperçoit vaguement une forme sombre près de l'église, mais sa vue défaillante ne lui permet pas d'identifier ce dont il s'agit. Pensant à un chat errant, elle retourne se coucher. À 6 heures du matin, les cloches sonnent les laudes comme chaque jour. Sœur Marie-Claire se rend à la chapelle pour la prière communautaire. Elle s'étonne de ne voir ni le père Guillou, ni les séminaristes dans leur stalle habituelle. Pensant qu'ils sont peut-être en retard, elle commence l'office avec ses sœurs. À 6h30, toujours aucune trace des 8 hommes. Sœur Marie-Claire monte au 2e étage de l'aile est. Elle frappe doucement à la porte de la chambre du père Guillou. Pas de réponse. Elle pousse la porte. Le lit est défait, mais vide. Les affaires du prêtre sont encore là, son bréviaire ouvert sur la table, ses lunettes posées sur la table de nuit. L'affolement gagne la supérieure quand elle découvre que les 7 chambres des séminaristes sont également vides. Les lits sont défaits, comme si leurs occupants s'étaient levés dans la nuit. Mais toutes leurs affaires personnelles sont restées sur place. Vêtements, livres de prière, effets de toilette. Aucun indice ne suggère un départ volontaire. À 7 heures précises, sœur Marie-Claire téléphone à la gendarmerie de Pluvigné, commune dont dépend Sainte-Anne-d'Auray. Le brigadier-chef Marcel Kervegen, un homme de 52 ans originaire de Vannes, arrive sur les lieux à 7h45 accompagné du gendarme Alain Stéphane. L'inspection préliminaire ne révèle aucun signe d'effraction. Toutes les portes du monastère sont fermées de l'intérieur, les clés à leur place habituelle dans le bureau de la supérieure. Les fenêtres des chambres, situées au 2e étage, sont trop hautes pour permettre une sortie sans échelle. Aucune trace de lutte, aucun objet cassé ou déplacé. À 9 heures, le brigadier-chef Kervegen contacte ses supérieurs.
L'affaire remonte rapidement jusqu'au commissariat de Vannes, puis à la direction départementale de la police judiciaire du Morbihan. À 11h30, l'inspecteur principal Yves Gouarin, spécialiste des affaires criminelles, prend la direction de l'enquête. Les premières investigations révèlent un détail troublant. Le registre des messes, habituellement tenu par le père Guilloux, s'arrête brutalement au mercredi 30 septembre. La dernière entrée, rédigée de l'écriture soignée du prêtre, mentionne « Messe de 18 heures, intention particulière, pour que la vérité éclate au grand jour, quoi qu'il puisse en coûter ». Cette phrase énigmatique intrigue les enquêteurs. Quelle vérité le père Guilloux espérait-il voir révélée? Et pourquoi cette formulation dramatique, si inhabituelle, dans le style habituellement mesuré du directeur spirituel? Les semaines qui suivent la disparition transforment radicalement la vie des familles concernées. Yvon Kergoat, le père de Yann, patron pêcheur respecté de Concarneau, refuse catégoriquement la version officielle. Cet homme de 48 ans, aux mains tannées par le sel et les cordages, connaît son fils mieux que personne. Yann ne serait jamais parti sans un mot, répète-t-il inlassablement aux enquêteurs. Pas Yann, pas comme ça. Sa femme Marguerite, institutrice à l'école primaire de Concarneau, sombre dans une dépression profonde. Elle passe des heures assise devant la fenêtre de leur maison de la rue Duguay-Trouin, scrutant l'horizon comme si son fils allait surgir du néant. Les élèves de sa classe de cours élémentaire remarquent son changement. Cette femme jadis souriante et dynamique devient distante, oubliant parfois de corriger les devoirs ou de préparer ses leçons. À Douarnenez, la famille Pennec vit un calvaire similaire. Jean-Marie Pennec, le père de Loïc, doit fermer temporairement sa conserverie. Ses 7 autres enfants, âgés de 12 à 26 ans, ne comprennent pas comment leur frère aîné, si responsable, si attaché à la famille, peut les avoir abandonnés sans explication. La mère, Marie-Joseph, multiplie les neuvaines et les pèlerinages, espérant un miracle qui ne viendra jamais. Les parents d'Ervan Morvan, intellectuel quimperlois, le père professeur de lettres au lycée de Cornouailles, la mère bibliothécaire municipale, adoptent une approche plus méthodique. Ils constituent un dossier minutieux, collectent tous les articles de presse, correspondent avec les autres familles. André Morvan, homme méticuleux de 54 ans, refuse d'accepter l'incompétence apparente des forces de l'ordre. Il écrit régulièrement au préfet du Finistère, au ministre de l'Intérieur, exigeant une enquête approfondie. La mère de Malo Kemener, veuve courageux de Plozévet, voit s'effondrer ses derniers espoirs. Annick Kemener, couturière de 43 ans, avait placé tous ses rêves dans la vocation de son fils unique. Son salon de couture, jadis animé par les bavardages des clientes, devient silencieux. Les femmes du village évitent désormais cette maison marquée par le malheur, selon les superstitions bretonnes encore vivaces. Corentin Le Goff laisse derrière lui des parents aisés de Morlex. Un père notaire, Hervé Le Goff, et une mère issue de la bourgeoisie locale, Françoise. Ces gens respectables, habitués aux conventions sociales, ne supportent pas le mystère qui entoure la disparition de leur fils. Hervé Le Goff utilise ses relations professionnelles pour faire pression sur les autorités judiciaires. Il engage même un détective privé parisien, Maître Roussel, qui ne découvrira rien de probant. La famille de Gaël Tanguy, à Pont-Aven, réagit différemment. Le père, Yvon Tanguy, peintre bohème, influencé par l'école post-impressionniste locale, voit dans cette disparition une dimension mystique. Il peint obsessionnellement des toiles sombres représentant 7 silhouettes s'évaporant dans la brume bretonne. Sa femme Brigitte, femme pragmatique qui tient une galerie d'art, s'inquiète de la dérive psychologique de son mari. Enfin, à Audierne, les parents de Brendan Pouliken vivent cette épreuve avec la résignation des gens de mer habitués aux disparitions. Alain Pouliken, marin-pêcheur de 50 ans, a déjà perdu 2 frères dans des tempêtes. Son épouse Josette, sage-femme respectée du canton, continue courageusement son travail, aidant à naître les enfants d'Audierne tout en pleurant son fils disparu. L'enquête officielle, menée par l'inspecteur principal Gouaran, piétine rapidement.
Les témoignages recueillis se révèlent maigres et contradictoires. Un berger d'Auray prétend avoir vu des phares de voiture sur la route du monastère vers 3 heures du matin, mais sa crédibilité est douteuse. L'homme est connu pour ses excès de boisson. Une religieuse du couvent voisin de Sainte-Anne affirme avoir entendu des voix masculines dans la nuit, mais elle souffre de problèmes auditifs et ne peut fournir de détails précis. Les chiens policiers, amenés de Vannes 3 jours après la disparition, perdent rapidement les pistes dans les jardins du monastère. Les traces s'arrêtent mystérieusement près de la grille principale, comme si les 8 hommes s'étaient volatilisés. Les analyses balistiques et toxicologiques des chambres ne révèlent aucun indice. Pas de traces de lutte, pas de substances suspectes, pas de sang. Monseigneur Le Cam adopte rapidement une position officielle qui satisfait les autorités civiles. Les séminaristes ont quitté volontairement leur vocation, probablement pour des raisons personnelles qu'ils préféraient taire. Le évêque évoque discrètement des crises de foi et des tentations du monde, explications qui convainquent les enquêteurs pressés de classer l'affaire. Pourtant, cette version soulève de nombreuses incohérences que les familles ne cessent de souligner. Comment 7 jeunes hommes exemplaires peuvent-ils simultanément perdre la foi? Pourquoi partir tous ensemble, dans le secret le plus total? Et surtout, pourquoi abandonner toutes leurs affaires personnelles, y compris des objets de valeur sentimentale comme la montre de communion de Yann ou la médaille de baptême de Malo? 6 mois après la disparition, en avril 1983, l'enquête est officiellement suspendue, faute d'éléments nouveaux. Le dossier rejoint les archives du commissariat de Vannes, classé parmi les disparitions volontaires présumées. Cette décision administrative brise définitivement l'espoir des familles d'obtenir des réponses officielles. Yvon Kergoat refuse cependant d'abandonner. Avec l'aide d'André Morvan, le père d'Erwan, il constitue une association informelle, Vérité pour nos fils. Ces 2 hommes, que tout oppose socialement, l'un patron pêcheur, l'autre intellectuel, s'unissent dans la même quête obsessionnelle de vérité. Ils organisent des battues dans la campagne morbihanaise, interrogent inlassablement les habitants des villages environnants, scrutent les registres d'état civil de toute la Bretagne à la recherche d'indices. Leurs investigations amateurs révèlent progressivement des détails troublants que l'enquête officielle avait négligés. Plusieurs témoins évoquent une présence inhabituelle de véhicules aux alentours de Sainte-Anne-d'Auray dans les jours précédant la disparition. Un garagiste de Pluvigné se souvient d'avoir vendu de l'essence à plusieurs hommes en costume sombre qui parlaient avec l'accent parisien. Un facteur rural affirme avoir croisé des inconnus qui prenaient des photos du monastère depuis la route départementale. Ces éléments, pris isolément, pourraient paraître anodins, mais leur accumulation dessine progressivement le portrait d'une surveillance organisée du lieu de retraite. Quelqu'un savait que les séminaristes se rendaient à Sainte-Anne-d'Auray. Quelqu'un avait préparé leur disparition. Au fil des années, l'affaire s'estompe dans la mémoire collective bretonne. La presse locale, après quelques articles sensationnalistes, passe à d'autres sujets. Les nouvelles promotions du séminaire de Quimper ignorent tout de leurs prédécesseurs disparus. L'Église catholique, confrontée à des défis plus urgents, baisse des vocations, évolution des mœurs, concurrence des nouveaux mouvements religieux, préfère oublier cet épisode embarrassant. Seules les familles maintiennent vivace le souvenir des disparus. Chaque 1er octobre, elles se retrouvent au monastère de Sainte-Anne-d'Auray pour une messe commémorative célébrée par un jeune prêtre compréhensif. Ces cérémonies, d'abord fréquentées par de nombreux amis et connaissances, voient leur assistance diminuer année après année. En 1992, 10 ans après la disparition, seules les 7 familles et quelques fidèles obstinés assistant encore à cette messe du souvenir. Le destin va pourtant relancer l'affaire de façon totalement inattendue. En juin 2003, le Vatican traverse une crise majeure liée au scandale pédophile qui secoue l'Église catholique américaine. Le pape Jean-Paul II ordonne un audit complet des diocèses européens pour prévenir de nouveaux scandales. Cette opération, menée par une commission cardinalice dirigée par le cardinal autrichien Christoph Schönborn,
exige l'ouverture de toutes les archives diocésaines sensibles. À cette époque, Monseigneur Le Cam a depuis longtemps quitté ses fonctions. Remplacé en 1995 par Monseigneur Alain Planète, l'ancien évêque de Quimper coule une retraite paisible dans une maison de repos pour prêtres âgés de Vannes. Le nouveau responsable du diocèse, soucieux de transparence, ordonne l'ouverture complète des archives épiscopales. C'est dans ce contexte que Jean-Luc Mordant, journaliste d'investigation de 38 ans travaillant pour le quotidien Ouest France, obtient l'autorisation exceptionnelle de consulter certains dossiers diocésains dans le cadre d'une enquête sur l'évolution de l'Église bretonne. Mordant, ancien séminariste devenu laïque, connaît parfaitement les rouages de l'institution catholique. Sa crédibilité professionnelle et sa discrétion reconnue lui ouvrent des portes habituellement hermétiquement closes. Le matin du 18 juin 2003, Mordant pénètre dans les sous-sols du palais épiscopal de Quimper, accompagné de l'archiviste diocésain, l'abbé Pierre Kermarec. Cet homme de 65 ans, scrupuleux et méthodique, a passé 40 ans de sa vie à classer et conserver la mémoire écrite du diocèse. Il guide le journaliste à travers les rayonnages poussiéreux où s'alignent des milliers de dossiers couvrant 2 siècles d'histoire religieuse bretonne. Vers 15h30, alors qu'il consulte un registre de correspondances épiscopales de 1982, Mordant tombe sur une chemise cartonnée marquée « Confidentiel ». Affaire Sainte-Anne. L'abbé Kermarec, intrigué, explique qu'il n'a jamais vu ce dossier auparavant. Il était dissimulé derrière d'autres documents, dans une partie des archives rarement consultées. Le dossier contient une vingtaine de pièces dactylographiées, certaines portant l'entête du diocèse de Quimper, d'autres celui de la Nonciature apostolique de Paris, d'autres enfin celui du Vatican lui-même. La première pièce, datée du 5 octobre 1982, soit 5 jours après la disparition, porte la signature de Monseigneur Le Cam. Elle commence par ces mots glaçants. « Éminence, je vous confirme que l'opération de nettoyage s'est déroulée selon nos instructions. Les 7 témoins gênants ont été définitivement réduits au silence. » Mordant sent son sang se glacer. L'euphémisme bureaucratique ne peut masquer la réalité. Cette lettre constitue un aveu d'assassinat collectif. L'évêque de Quimper rendait compte à ses supérieurs romains de l'élimination des séminaristes comme s'il s'agissait d'une simple opération administrative. La lecture des documents suivants révèle progressivement l'ampleur du complot. Une note interne du Vatican, signée par le secrétaire d'État cardinal Agostino Casaroli, évoque la nécessité de protéger l'institution contre des révélations qui la détruiraient. Une autre correspondance mentionne l'existence d'un réseau de protection des intérêts supérieurs de l'Église, opérant dans toute l'Europe. Le journaliste photographie discrètement l'ensemble du dossier avec un appareil miniature. L'abbé Kermarec, homme d'église loyal mais horrifié par ces révélations, accepte tacitement cette violation du secret des archives. Tous deux comprennent qu'ils détiennent entre leurs mains la preuve d'un des plus grands scandales de l'histoire de l'Église catholique française. De retour chez lui, dans son appartement de Quimper rue Quéréon, Mordant passe la nuit à analyser les documents. Progressivement, il reconstitue le puzzle diabolique. Les 7 séminaristes avaient découvert l'existence d'un réseau pédophile, impliquant de hautes personnalités ecclésiastiques bretonnes. Ce réseau, dirigé par un prélat influent dont le nom apparaît en filigrane dans les documents, opérait depuis des années dans plusieurs diocèses de l'Ouest. Une lettre datée du 29 septembre 1982, soit la veille de la disparition, révèle que les séminaristes avaient rassemblé des preuves accablantes. Erwan Morvan, avec sa formation juridique, avait constitué un dossier méticuleux incluant des témoignages de victimes, des photographies compromettantes et des documents financiers prouvant les versements de dédommages aux familles pour acheter leur silence. Le père Guilloux, leur directeur spirituel, était dans la confidence. Sa dernière mention dans le registre des messes prend soudain tout son sens. Pour que la vérité éclate au grand jour, constituait un appel désespéré, lancé avant l'élimination du groupe.
Le prêtre savait qu'ils étaient en danger mortel, mais sa foi l'empêchait d'imaginer que l'Église elle-même ordonnerait leur assassinat. Un document particulièrement troublant révèle les méthodes utilisées. L'opération fut confiée à une équipe spécialisée, dirigée par un ancien militaire, devenu homme de main de l'institution. Les corps furent dissous dans l'acide et les restes dispersés dans l'océan Atlantique, au large de Belle-Île. Aucune trace physique ne subsiste des 8 hommes assassinés cette nuit-là. La correspondance révèle également l'ampleur de la couverture institutionnelle. Plusieurs évêques français étaient informés de l'opération. Le nonce apostolique à Paris avait donné son aval. Rome elle-même avait validé cette solution radicale pour préserver l'honneur et la survie de l'Église universelle. Les familles des victimes furent maintenues dans l'ignorance grâce à une campagne de désinformation soigneusement orchestrée. Mordant comprend qu'il détient entre ses mains de quoi ébranler les fondements même de l'Église catholique, mais il réalise aussi les dangers personnels que représente la possession de ces documents. Les hommes qui ont ordonné l'assassinat de 8 innocents n'hésiteront pas à éliminer un journaliste trop curieux. Il prend contact avec maître Paul Delcroix, avocat pénaliste parisien, spécialisé dans les affaires impliquant l'Église catholique. Cet homme de 52 ans, ancien catholique pratiquant devenu militant laïque après avoir défendu plusieurs victimes de prêtres pédophiles, accepte d'examiner les documents. Son verdict est sans appel. Ces pièces constituent des preuves formelles d'assassinat commis pour préserver un réseau pédophile. C'est le scandale du siècle. Dans les jours qui suivent cette découverte révolutionnaire, Mordant contacte discrètement Yvon Kergoat et André Morvan, les 2 pères qui n'ont jamais cessé de chercher la vérité. 21 ans après la disparition de leur fils, ces hommes désormais âgés, Kergoat a 69 ans, Morvan 75, voient enfin leurs soupçons confirmés de la façon la plus atroce qui soit. La rencontre a lieu un soir de juillet 2003 dans une petite auberge isolée de Carnac, loin des regards indiscrets. Yvon Kergoat, le visage creusé par des décennies d'inquiétude, les mains tremblantes d'émotion, découvre les photocopies des documents. Ses premiers mots sont un simple « Je le savais. Je savais que mon Yann n'était pas parti comme ça. » André Morvan, l'intellectuel méticuleux, examine chaque pièce avec la précision d'un expert. Son analyse froide cache mal l'immense douleur du père. Ils ont tué nos enfants pour protéger des monstres. Le journaliste leur explique la complexité de la situation. Révéler publiquement ces documents va déclencher un séisme sans précédent dans l'Église catholique française. Mais cela expose aussi tous les protagonistes à des représailles potentiellement mortelles. Les hommes qui ont ordonné ces assassinats en 1982 occupent toujours des positions influentes dans la hiérarchie ecclésiastique. Certains ont même été promus depuis. Maître Delcroix met en garde contre les obstacles juridiques. 21 ans après les faits, la prescription pénale s'applique pour la plupart des crimes. Seuls les assassinats échappent à cette règle, mais encore faudrait-il retrouver les corps ou des témoins directs. L'Église a soigneusement fait disparaître toutes les preuves matérielles. Les documents découverts constituent des aveux, mais leur authenticité sera contestée par une armée d'avocats. Pendant ce temps, l'abbé Kermarek, l'archiviste qui a facilité la découverte, vit un calvaire moral. Cet homme de 65 ans, qui a consacré sa vie au service de l'Église, découvre que l'institution qu'il vénère a commis l'impensable. Ses nuits sont hantées par les visages des 7 jeunes séminaristes qu'il avait connus personnellement. Il se souvient de leur enthousiasme, de leur foi sincère, de leurs rêves d'apostolat, tous assassinés pour protéger des criminels en soutane. L'abbé prend une décision qui va sceller son destin. Il contacte secrètement les autres familles des victimes. Une à une, il rend visite aux parents survivants, car certains sont décédés dans l'intervalle, emportant leur chagrin dans la tombe. Marie-Joseph Pennec, la mère de Loïc, âgée maintenant de 73 ans, s'effondre en apprenant la vérité. Cette femme courageuse, qui a élevé 8 enfants dans la dignité, découvre que son fils aîné est mort en martyr de la justice. Annick Kemener, la mère de Malo,
désormais âgé de 64 ans, réagit avec une colère froide qui surprend l'abbé. Cette veuve discrète, que le village de Plozévet considérait comme brisé par le chagrin, révèle une force insoupçonnée. Mon fils est mort parce qu'il voulait protéger des enfants innocents. Il faut que le monde entier le sache, peu importe les conséquences. La famille Le Goff, celle de Corentin, divise ses réactions. Le père, Hervé Le Goff, désormais retraité de son étude notariale, veut engager immédiatement toutes les procédures légales possibles. Sa position sociale lui donne accès à des avocats influents, à des relations politiques. Il est prêt à dépenser sa fortune personnelle pour obtenir justice. Son épouse Françoise, plus âgée et fatiguée, redoute les conséquences d'un scandale public sur la réputation familiale. Yvon et Brigitte Tanguy, les parents de Gaël, réagissent selon leur tempérament artistique. Le père peint désormais des toiles représentant des anges vengeurs, terrassant des démons en habits sacerdotaux. Brigitte transforme sa galerie de Pont-Aven en mémorial secret dédié aux 7 victimes. Elle expose discrètement des œuvres de son mari, accompagnées de textes évoquant les innocents sacrifiés par l'hypocrisie institutionnelle. Les parents de Brendan Pouliken, Alain et Josette, désormais âgés respectivement de 71 et 68 ans, vivent cette révélation avec la philosophie stoïque des gens de mer. La tempête finit toujours par révéler ce qui était caché sous les flots, déclare simplement le vieux marin. Josette, qui a mis au monde des centaines d'enfants d'Audierne, voit dans ce combat pour la vérité sa dernière mission terrestre. Progressivement, un réseau clandestin se forme autour des familles et du journaliste. L'abbé Kermarec apporte sa connaissance intime des rouages ecclésiastiques. Maître Delcroix élabore une stratégie juridique complexe visant à contourner les obstacles procéduraux. D'anciens séminaristes de Quimper, devenus prêtres dans d'autres diocèses, acceptent discrètement de témoigner sur l'atmosphère particulière qui régnait au séminaire en 1982, car les documents révèlent d'autres éléments troublants. Le réseau pédophile ne se limitait pas au diocèse de Quimper. Des ramifications existaient à Vannes, Saint-Brieuc, même à Rennes. Des transferts suspects de prêtres d'une paroisse à l'autre masquaient en réalité des déplacements d'agresseurs, dont les crimes avaient été découverts. Toujours la même méthode. Mutation discrète, silence des victimes achetées, omerta institutionnelle. Le nom qui revient le plus souvent dans les documents est celui de Monseigneur Alain Kerguéhennec, ancien évêque auxiliaire de Quimper, devenu archevêque de Rennes en 1988. Cet homme de 75 ans, membre influent de la Conférence épiscopale française, apparaît comme le coordinateur du réseau. Son bureau servait de centre névralgique pour organiser les mutations, négocier les silences, éliminer les témoins gênants. Une lettre particulièrement accablante, datée du 15 octobre 1982, révèle sa satisfaction après l'élimination des séminaristes. L'incident de Sainte-Anne est définitivement clos. Nos opérateurs ont fait du travail propre. Aucune trace ne subsiste. Nous pouvons reprendre nos activités en toute sérénité. Cette phrase cynique résume parfaitement la mentalité de ces criminels en soutane, pour qui l'assassinat de 8 innocents ne constituait qu'un incident à gérer. Mordant découvre aussi l'existence d'un système financier sophistiqué. L'Église catholique française finançait ces opérations de nettoyage grâce à des fonds détournés des quêtes et des legs pieux. Une comptabilité parallèle, tenue par un expert comptable complice basé à Paris, masquait ces dépenses sous l'appellation pudique de frais de communication institutionnelle. Les familles des assassins étaient généreusement dédommagées pour leur silence et leur fidélité. Face à l'ampleur de ces révélations, le journaliste comprend qu'il ne peut plus reculer. Mais il sait aussi que la publication de ces informations va déclencher une guerre sans merci. L'Église catholique dispose de moyens considérables pour se défendre. Avocats réputés, relations politiques, pression médiatique, sans compter les méthodes plus radicales dont elle a déjà prouvé qu'elle n'hésitait pas à les utiliser.
La décision de révéler publiquement l'affaire est prise lors d'une réunion secrète organisée le 15 août 2003 dans la maison familiale des Kergoat à Concarneau. Autour de la grande table de la cuisine, où Yann prenait jadis ses repas d'enfants, se rassemblent les représentants des 7 familles, le journaliste Mordant, maître Delcroix et l'abbé Kermarec. Yvon Kergoat, le visage marqué par 21 ans de recherche vaine, prend la parole. Nos fils sont morts parce qu'ils voulaient protéger des enfants innocents. Si nous nous taisons maintenant, leur sacrifice n'aura servi à rien. D'autres enfants continueront de souffrir. Sa voix tremble d'émotion, mais sa détermination est inébranlable. André Morvan, l'ancien professeur, analyse la situation avec sa rigueur habituelle. Nous devons coordonner nos actions. La publication simultanée dans plusieurs médias empêchera l'Église d'étouffer l'affaire. J'ai des contacts dans la presse nationale, mes anciens élèves travaillent au Monde, à Libération, au Figaro. Maître Delcroix expose la stratégie juridique. Déposer simultanément des plaintes pour assassinat dans tous les tribunaux concernés. Saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Alerter les procureurs généraux. L'Église tentera de faire invalider les documents pour vice de forme, mais leur authenticité ne fait aucun doute. Les analyses graphologiques confirment la véracité des signatures. L'abbé Kermarec révèle alors une information capitale. Je ne suis pas le seul archiviste diocésain à avoir découvert des documents compromettants. Mon confrère de Vannes, l'abbé Gégou, détient des pièces similaires sur d'autres affaires. À Saint-Brieuc, sœur Marie-Thérèse a trouvé des témoignages de victimes datant des années 70. Nous pouvons constituer un dossier d'accusation massive. La machine de révélation se met en marche durant l'automne 2003. Mordant coordonne la publication simultanée dans Ouest France, Le Télégramme, Le Monde et plusieurs journaux régionaux. L'impact est immédiat et dévastateur. Les titres s'étalent en une. 7 séminaristes assassinés pour protéger un réseau pédophile. L'Église bretonne accusée de crimes contre l'humanité. Vatican, les preuves d'une conspiration meurtrière. La réaction de l'institution catholique ne se fait pas attendre. Dès le lendemain des premières publications, Monseigneur Planet, évêque de Quimper, organise une conférence de presse dans la salle capitulaire de la cathédrale Saint-Corentin. Face aux journalistes, cet homme de 60 ans nie catégoriquement l'authenticité des documents. Ces pièces sont des faux grossiers fabriqués par des ennemis de l'Église. Jamais l'institution catholique n'a commandité d'assassinat. Mais la défense ecclésiastique s'effrite rapidement. L'abbé Kermarec, interrogé par les journalistes, confirme l'authenticité des archives. Sa réputation d'homme intègre et sa connaissance intime des procédures diocésaines donnent un poids considérable à son témoignage. J'ai passé 40 ans de ma vie au service de l'Église. Je ne l'accuserai pas à la légère. Ces documents sont authentiques. J'en réponds sur mon âme. Plus grave encore, d'autres témoins sortent de l'ombre. Un ancien gendarme à la retraite, Marcel Kerveguen, qui avait mené les premières investigations en 1982, révèle les pressions exercées sur lui à l'époque. On m'avait clairement fait comprendre de ne pas pousser trop loin les recherches. Le préfet lui-même m'avait convoqué pour me demander de classer l'affaire rapidement. Je me suis toujours demandé pourquoi. Un ancien domestique du palais épiscopal, Jean-Marie Coadou, désormais âgé de 75 ans, confirme avoir vu détruire de nombreux documents dans les jardins de l'évêché durant l'automne 1982. Monseigneur Le Cam brûlait personnellement des cartons entiers tous les soirs pendant des semaines. Il m'avait interdit de m'approcher du brasier. L'étau se resserre autour des responsables. Monseigneur Kerguéhenec, l'archevêque de Rennes, identifié comme le coordinateur du réseau, refuse tout d'abord de répondre aux accusations. Retranché dans son palais archiépiscopal de la rue de la Monnaie, il fait publier un communiqué laconique par son secrétariat. Son Excellence ne commentera pas des allégations calomnieuses et sans fondement. Mais l'enquête journalistique révèle progressivement d'autres éléments accablants. Des victimes du réseau pédophile, désormais adultes, trouvent enfin le courage de témoigner publiquement. Pierre Méchin, aujourd'hui âgé de 43 ans, raconte comment il fut abusé à l'âge de 12 ans par un prêtre de Quimper.
Quand j'ai voulu parler, ma famille a reçu la visite d'hommes en costume qui ont expliqué à mes parents que cela nuirait à ma réputation future. Ils ont été payés pour se taire. Ces témoignages confirment l'existence d'un système organisé d'intimidation et de corruption. L'Église catholique bretonne fonctionnait comme une organisation criminelle, utilisant chantage, corruption et ultimement assassinat pour protéger ses membres pédophiles. L'affaire prend une dimension internationale quand le Vatican réagit officiellement. Le cardinal secrétaire d'État Angelo Sodano publie un communiqué depuis Rome. Le Saint-Siège condamne fermement toute forme de violence et coopérera pleinement avec les autorités judiciaires pour faire la lumière sur cette tragique affaire. Mais cette déclaration de principe masque mal l'embarras de la curie romaine, dont l'implication dans la couverture des crimes apparaît clairement dans les documents révélés. En novembre 2003, la pression devient insoutenable pour Monseigneur Kerguéhenec. Convoqué par le procureur de la République de Rennes pour interrogatoire, l'archevêque craque enfin. Dans le bureau du magistrat, face aux preuves accumulées, cet homme de 75 ans qui dirigeait l'église bretonne d'une main de fer s'effondre psychologiquement. « C'était pour sauver l'institution », répète-t-il inlassablement. « Vous ne comprenez pas les enjeux. Si le scandale avait éclaté en 1982, c'est toute l'Église de France qui s'effondrait. Nous avons sacrifié 7 vies pour en sauver des millions d'âmes. » Cette logique perverse révèle la mentalité de ces criminels qui s'estimaient investis d'une mission divine justifiant tous les excès. L'archevêque révèle les détails de l'opération. Les séminaristes avaient effectivement découvert l'existence du réseau lors de leurs recherches personnelles sur l'histoire de l'Église bretonne. Herman Morvan, passionné d'archives, était tombé par hasard sur des témoignages de victimes conservés dans les dossiers paroissiaux. Avec ses camarades, il avait entrepris une enquête méthodique qui les avait menés à identifier une vingtaine de prêtres pédophiles protégés par la hiérarchie. Le groupe avait constitué un dossier d'accusation complet qu'il comptait remettre aux autorités civiles dès leur retour de retraite. Le père Guilloux, leur confident, les avait mis en garde contre les dangers de leur démarche, mais admirait leur courage. Ces jeunes gens étaient des saints, confie l'archevêque, mais des saints dangereux pour notre survie institutionnelle. L'enquête judiciaire qui s'ouvre confirme point par point les révélations. Les expertises médico-légales authentifient définitivement les documents. Les témoignages se multiplient, dressant le portrait d'une église catholique bretonne gangrenée par la pédophilie et prête à tout pour préserver ses privilèges. En février 2004, Monseigneur Kerguéhenec est inculpé d'assassinat et de complicité d'assassinat. À 76 ans, l'ancien archevêque de Rennes se retrouve en détention préventive à la prison des Baumettes à Marseille pour des raisons de sécurité. Plusieurs autres prélats sont également mis en examen. Monseigneur Le Cam, désormais âgé de 84 ans, extrait de sa maison de retraite, 3 évêques auxiliaires, une dizaine de prêtres impliqués dans le réseau pédophile. Le procès s'ouvre en juin 2005 devant la cour d'assises de Rennes. L'événement attire l'attention médiatique internationale. Des journalistes du monde entier se pressent dans la salle d'audience pour suivre ce procès historique, le premier où l'Église catholique est jugée pour assassinat organisé. Yvonne Kergoat, désormais âgée de 71 ans, témoigne avec une dignité bouleversante. « Mon fils, Yann, voulait devenir prêtre pour protéger les innocents. Il est mort en martyr de cette cause. Je ne lui en veux pas d'avoir choisi la justice plutôt que sa sécurité. J'en veux à ceux qui l'ont tué pour protéger des criminels. » André Morvan, malgré ses 81 ans et sa santé déclinante, livre un témoignage méthodique et accablant. Ces hommes ont assassiné nos enfants de sang-froid, puis ils ont vécu 20 ans comme si de rien n'était, célébrant la messe, bénissant les mariages, consolant les familles endeuillées. Quelle hypocrisie monstrueuse! Les autres familles témoignent tour à tour, dressant le portrait de leur fils disparu. Annick Kemener évoque la foi ardente de Malo. « Mon fils jeûnait tous les vendredis, passait des heures en prière. Il rêvait d'aider les enfants pauvres du tiers-monde. Ils l'ont tué parce qu'il voulait protéger des enfants d'ici.
Le verdict, rendu le 15 septembre 2005, satisfait partiellement les familles. Monseigneur Kerguéhenec est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat aggravé. Monseigneur Le Cam, en raison de son grand âge et de son état de santé, écope de 15 ans de prison. Les autres complices reçoivent des peines allant de 5 à 20 ans d'emprisonnement. Mais au-delà des sanctions pénales, c'est toute l'Église catholique française qui sort durablement ébranlée de ce scandale. Les révélations sur l'étendue du réseau pédophile provoquent un exode massif des fidèles. Les vocations s'effondrent, les dons chutent drastiquement, de nombreuses paroisses ferment faute de moyens et de prêtres. En Bretagne particulièrement, région de tradition catholique, l'impact est dévastateur. Les églises se vident, les pèlerinages périclitent. Le sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray, souillé par le souvenir des assassinats, perd sa fréquentation touristique. Le monastère est finalement fermé en 2007, les dernières religieuses se dispersant dans d'autres communautés. Les familles des victimes obtiennent réparation financière, mais l'argent ne peut effacer 23 ans de souffrance. Certains parents, comme Yvon Kergoat et André Morvan, consacrent leurs dernières années à créer une fondation pour l'aide aux victimes d'abus ecclésiastiques. D'autres, épuisés par ces décennies de combat, choisissent de finir leur vie dans la discrétion. Le journaliste Jean-Luc Mordant reçoit plusieurs prix prestigieux pour son enquête, mais il avoue ne pas en tirer de satisfaction. J'aurais préféré ne jamais découvrir ces documents, savoir que 7 jeunes hommes généreux sont morts pour protéger des enfants innocents me hantera jusqu'à ma mort. L'abbé Kermarec, devenu le symbole du clergé ayant choisi la vérité contre l'institution, quitte l'Église catholique en 2006. À 68 ans, cet homme qui a consacré sa vie au service de Dieu ne peut plus supporter de porter la soutane. Comment continuer à représenter une institution capable de commander des assassinats? Ma conscience me l'interdit. En 2010, 5 ans après le procès, un mémorial est inauguré à Sainte-Anne-d'Auray à la mémoire des 7 séminaristes assassinés. Sur une stèle de granit breton, leurs noms sont gravés avec cette inscription « Mort pour avoir voulu protéger l'innocence ». Chaque 1er octobre, les familles survivantes et quelques fidèles se retrouvent pour une cérémonie œcuménique dirigée par un pasteur protestant, l'Église catholique locale ayant refusé d'organiser cette commémoration. L'affaire continue de résonner dans l'actualité. En 2015, de nouveaux documents révèlent que le réseau pédophile s'étendait bien au-delà de la Bretagne, impliquant des prélats de toute la France. En 2018, le pape François présente officiellement les excuses du Vatican aux familles des victimes lors d'une audience privée à Rome. Mais pour Marguerite Kergoat, la mère de Yann décédée en 2012 à l'âge de 88 ans, ces excuses arrivent trop tard. Dans ses dernières volontés, cette femme brisée par la perte de son fils avait écrit « J'emporte dans la tombe l'image de mon Yann à 22 ans, pur et généreux. Qu'on se souvienne qu'il est mort en héros, pas en lâche. » Aujourd'hui, l'ancien séminaire de Quimper abrite un centre d'aide aux victimes d'abus sexuels. Les chambres où logeaient jadis les futurs prêtres accueillent désormais des psychologues et des travailleurs sociaux. Cette transformation symbolique illustre le chemin parcouru depuis 1982. De la dissimulation des crimes à leur reconnaissance officielle, de l'omerta institutionnelle à la transparence judiciaire. L'histoire des 7 séminaristes de Quimper restera dans les mémoires comme l'un des scandales les plus graves de l'Église catholique française. Elle révèle jusqu'où peut conduire l'aveuglement institutionnel quand il s'agit de préserver des privilèges au détriment de la justice. Mais elle illustre aussi le courage de quelques hommes qui ont préféré la vérité à leur sécurité personnelle, payant de leur vie leur refus de l'omerta. Cette affaire nous montre comment une institution respectée peut basculer dans le crime organisé pour protéger ses intérêts. Elle révèle aussi la force de la détermination humaine face à l'injustice. Des parents qui n'ont jamais cessé de chercher leurs enfants, un journaliste qui a risqué sa vie pour révéler la vérité, un archiviste qui a choisi sa conscience contre sa carrière. Que pensez-vous de cette histoire ?
Avez-vous perçu les signaux d'alarme qui auraient pu éviter cette tragédie? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête approfondie vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez un like si cette histoire vous a bouleversé et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux grandes affaires judiciaires. Car c'est en gardant vivante la mémoire de ces tragédies que nous empêchons qu'elles se reproduisent.